Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous culturel de la ville de Safi. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Aujourd'hui, ce sera la dernière vidéo consacrée à l'utilitarisme et à ce sacré 19e siècle. Après, je recommencerai un autre cycle consacré aux grandes réformes religieuses au niveau du XVIe siècle. Réforme de Martin Luther et réforme de l'Église anglicane. Ce qui veut dire que nous allons faire un recul de 3 siècles en arrière par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, dernière vidéo de ce cycle. Mais auparavant, je voudrais que l'on fasse un petit survol de ce qu'on a dit au niveau de l'utilitarisme et je ferai une sorte de question-réponse aux principales reproches que l'on fait, aux principaux reproches, que l'on fait à l'utilitarisme. Mais d'abord, quelque chose d'essentiel. Quand on aborde les anglo-saxons, il ne faut jamais perdre de vue une chose importante. Il y a toujours chez les anglo-saxons l'esprit du compromis. Ainsi, quand on regarde leur histoire, qu'on la compare avec celle de la France, on se rend compte qu'il n'y a jamais de rupture avec le passé. Ainsi, ils ont eu au XVIe, XVIIe, XVIIIe des révolutions. Mais ces révolutions n'ont jamais abouti à une rupture avec le passé. Il y a un compromis entre la monarchie et le Parlement pour trouver un terrain d'entente pour que l'Angleterre puisse continuer à progresser telle qu'elle était, c'est-à-dire en conservant les traditions, conservant tout ce qui est précieux chez les anglo-saxons, alors qu'en France, c'est l'inverse. Après la révolution de 1789, le roi a été décapité, mais surtout, on a fait table rase de tout ce qui existait avant, c'est-à-dire que l'ancien régime, c'est comme s'il n'a jamais existé. On passe d'une certaine époque à une autre époque, en pratiquement effaçant tout ce qui s'était passé auparavant, alors que ce n'est jamais le cas chez les anglo-saxons. L'autre chose importante, c'est qu'il y a chez les anglo-saxons l'usage primordial de la raison et de la conscience. Ça, c'est un héritage de, comment dirais-je, de la réforme de Martin Luther que l'on va trouver donc chez tous les protestants, qu'ils soient luthériens ou calvinistes. Allons-y donc, quelques notions sur cet utilitarisme, c'est-à-dire quels sont les reproches que l'on fait à l'utilitarisme. Alors, parmi les reproches, il y en a une que l'on fait particulièrement à Jeremy Bentham, puisque Jeremy Bentham a dit que l'utilitarisme, c'est le fait de chercher l'intérêt, le plaisir des autres. Et il a donné un système de calcul pour savoir si une action est bonne ou mauvaise. On va faire le calcul de ce qu'elle va donner aux autres comme bonne chose, comme plaisir, comme intérêt, et le calcul, la somme des mauvaises choses qu'elle va donner aux autres. Pour qu'une action soit bonne, il faudrait qu'il puisse fournir le maximum de plaisir au maximum de personnes. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Alors, quel est le reproche? Alors, certains vont dire, mais là, ça peut pas fonctionner. Ça veut dire que chaque homme et chaque femme doivent se comporter comme des super calculateurs. C'est-à-dire, à chaque fois que je voudrais faire une action, je devrais calculer à combien de personnes elle sera utile, à combien de personnes elle sera nuisible. La réponse en est simple, c'est que une fois que vous intégrez l'utilitarisme, ce sont des choses qui vont s'intégrer dans la personnalité et les choses vont découler d'eux-mêmes. Il n'y aura plus besoin de faire les calculs. C'est une chose qui va devenir strictement naturelle, que de faire une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est-à-dire que de faire des choses qui sont utiles et des choses qui sont nuisibles. Du reste, vous savez, on peut dire la même chose de
la morale d'Emmanuel Kant quand il nous dit qu'une action doit s'inscrire dans l'universalité. Alors, vous savez, moi, qu'est-ce que c'est que l'universalité? Est-ce qu'une bonne action, parce qu'elle devient universelle? Est-ce que je vais compter tous les habitants qu'il y a sur la Terre et dire, voilà, je vais agir en fonction de ce nombre là, de personnes, donc l'universalité? Voyez-vous, ce ne sont pas des reproches réellement bien posés. Il y a aussi un autre reproche que l'on fait aux utilitaristes. On leur dit, écoutez, vous recherchez avant tout des plaisirs égoïstes et personnels dans ces conditions. Il ne vous est pas possible, il n'est pas possible pour l'utilitariste de faire de grandes actions pour les autres, comme par exemple mourir pour la nation ou faire de grandes actions pour l'humanité. Là, vous savez, ceux qui font ce genre de reproches oublient l'essentiel, c'est que dans l'utilitarisme, il y a avant tout un altruisme. Cela consiste à rechercher avant tout le bonheur des autres, le plaisir, l'intérêt des autres avant mon propre plaisir. Et n'oubliez pas que l'utilitarisme est arrivé dans un pays anglo-saxon, l'Angleterre, qui y avait déjà des principes moraux. L'utilitarisme, en fin de compte, n'est qu'un compromis, comme je l'ai déjà dit, entre la philosophie anglo-saxonne, religieuse, basée sur l'Église anglicane, et cette philosophie nouvelle qui est l'utilitarisme. Et surtout, donc, comme je l'ai dit, il y a aussi, chez beaucoup de personnes, l'amour de la nation est un intérêt. Il y a un grand intérêt à réaliser de grands sacrifices pour la nation. Donc, finalement, cet argument, il ne tient pas la route. Il y a un autre reproche que l'on fait de même aux utilitaristes. Alors, celui-là, il est vraiment bizarre. Certains disent aux utilitaristes, ben écoutez les amis, vous recherchez des plaisirs bestiaux, des plaisirs d'animaux. Vous savez, ça, il n'y a rien de nouveau dans ce genre d'objection. Ce reproche, on l'a fait déjà à Épicure. On a dit d'Épicure qu'il recherchait des plaisirs de pourceau. Alors les gens qui disent ça, ils ne connaissent pas du tout la pensée d'Épicure. Elle est loin d'être comme cela est présenté. C'est autre chose. Non, les plaisirs que recherche, comme l'a déjà souligné James Stuart Mill, ce sont des plaisirs de qualité. D'accord, Jeremy Bentham, puisqu'il présentait l'utilitarisme, a parlé de la quantité, mais à aucun moment il n'a dit qu'il fallait que ce soit des plaisirs très bas, comme des plaisirs sexuels ou des plaisirs des plaisirs qui sont liés à la nourriture. Donc, ce genre d'argumentation, je crois que c'est un peu abject et surtout, on l'a déjà retrouvé à plusieurs siècles, dans plusieurs siècles, à chaque fois qu'on veut dénigrer quelqu'un de particulier. Il y a aussi d'autres reproches que l'on fait aux utilitaristes, c'est-à-dire qu'on leur reproche le fait d'être intimement lié au libéralisme. Alors, pourquoi? Parce que quand on parle de libéralisme, ça veut dire que c'est un peu la loi de la jungle et que quelque part nos libertés sont restreintes et que c'est l'intérêt économique qui prime. Ça, il y a une ambiguïté qui a été introduite par les libéraux eux-mêmes, puisque pour faire admettre le libéralisme économique, ils introduisent l'idée de liberté. Ça veut dire que libéralisme économique est synonyme de liberté. Donc, ce qui a introduit une certaine ambiguïté et auquel beaucoup vont adresser ce reproche, nous disent non, ce n'est pas ça du tout. Au contraire, il n'y a pas de liberté. Mais en fin de compte, Stuart Mill s'est bien rendu compte de cela. Il a dit qu'il fallait introduire, d'ailleurs d'autres utilitaristes vont parler de cette chose-là,
Alors Stuart Mill et les autres vont introduire l'idée d'une régulation du libéralisme par l'État. C'est ce qui existe du reste de nos jours dans beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'on essaie d'introduire un côté moral classique, le compromis dont j'ai parlé, c'est-à-dire que les anglo-saxons introduisent la morale classique qui a été connue chez Adam Smith lorsqu'il parle de cette sympathie morale. Ce n'est qu'un compromis entre libéralisme, nos libertés, exploitation et morale. Donc c'est aussi un argument qui tombe à l'eau quand on ne connaît pas cet esprit du compromis chez les anglo-saxons. Il y a encore un autre reproche que l'on fait aux utilitarismes du fait qu'ils discutent au cas par cas. Puisque rien n'est tranché, on ne sait pas dans cette circonstance, est-ce que l'action que je vais faire, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Dans beaucoup de cas, on sait, mais dans certaines circonstances, on ne sait pas. Alors, ça veut dire, le reproche qu'on fait aux utilitaristes, ils vont leur dire, mais vous allez passer des jours, des heures, des mois à discuter, à palabrer de cas. Ça s'appelle la casuistique. Alors, il y a chez les anglo-saxons utilitaristes la casuistique et la jurisprudence. Alors, je vais vous donner un exemple de théologie sans dire de quelle religion il s'agit, pour vous montrer ce que c'est que la casuistique et quelle est son importance. Imaginons une loi qui est très sévère, qui punit le vol, et qu'il faudrait disserter sur ça. Alors les théologiens, la première chose par laquelle ils vont commencer, donc la première chose à laquelle ils vont s'attaquer, c'est la définition du mot vol. Qu'est-ce que ça veut dire vol? Par exemple, dans l'expression voler un regard, ce n'est pas du vol, donc on ne pourrait pas appliquer cette loi qui est très dure. Donc vous voyez comment réfléchissent les gens qui prennent la casuistique. Après, donc les définitions, la linguistique. Ça porte un nom, mais là je suis pas là pour faire des cours de théologie, je préfère m'en abstenir. Après que les définitions sont mises en place, on va passer à autre chose, à la pratique elle-même. C'est-à-dire quelqu'un qui va voler et qui doit être puni sévèrement. Alors, il y a un cas où quelqu'un va voler son propre bien. On ne peut pas le punir parce qu'il n'y a pas vol. Il y a effectivement un vol, mais on va dire, selon la casuistique, on ne peut pas appliquer la loi sévère sur cette personne qui n'a fait que prendre ce qui lui appartient, même si c'est du vol. Et il y en a d'autres, des théologiens, qui extrapolent et qui disent, lorsque quelqu'un vole le bien qui appartient à tout le monde, ce n'est pas considéré comme du vol et nous ne pouvons pas appliquer cette loi sur ce genre de vol. Là, c'était juste pour montrer ce que c'est que la casuistique. Donc, chez les jésuites, la casuistique était beaucoup appliquée. Il y a beaucoup de penseurs qui ont beaucoup écrit sur la casuistique chez les jésuites et comme vous le savez, Blaise Pascal s'est fortement opposé à ce genre de comportement d'une façon parfois assez sévère. Donc, quand il y a la casuistique, moi je trouve qu'au contraire c'est une bonne chose. Du reste, lorsque vous regardez des films américains ou anglais ou des feuilletons, vous voyez qu'il y a, lors des jugements, dans les tribunaux, des films donc qui ont rapport avec la justice, que il y a un jury qui va délibérer, qui va parler, qui va peser le pour et le contre, les situations, etc. Et que l'avocat va venir, il va dire, voyez-vous, on ne peut pas faire ceci parce qu'il y a cela. Ça s'appelle la casuistique. Et c'est quelque chose que les Français et beaucoup d'autres Européens ont du mal à comprendre. Et pourtant, moi, je trouve que la casuistique est une bonne chose. Pourquoi? Parce que cela permet de tenir compte de beaucoup de circonstances. Alors, il faut bien faire la différence entre
les circonstances atténuantes qui existent dans la justice française et la casuistique. Ce sont deux choses différentes, même si parfois, dans la casuistique, on peut tenir compte des circonstances atténuantes, mais ça n'a rien à voir. Et à côté de la casuistique, il y a de même ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire que là, il y a un jugement, n'importe lequel, et on a épuisé la casuistique, on aura recours à la jurisprudence. On va dire que dans une autre circonstance, dans un autre pays anglais ou américain, dans un autre département anglais, un juge dans pareille circonstance a tranché de cette façon-là, alors nous allons le suivre. Donc je pense qu'avec ça, vous avez compris l'importance de la casuistique et de la jurisprudence chez les utilitaristes. Alors les gens qui leur font des reproches en disant qu'ils finissent toujours par discuter, par palabrer, au cas par cas, c'est interminable, ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est d'une très grande utilité et d'une très grande justice. Et puis, vous savez, le système, une fois qu'il a intégré la casuistique et la jurisprudence, comme pour ce calcul-là des plaisirs, ça devient quelque chose de spontané et d'automatique. Il y a un autre reproche, je pense que là ce sera le dernier, puis ce sera la fin de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on reproche? On dit aux utilitaristes, mais vous êtes athées, vous ne croyez pas en Dieu, parce que, puisque c'est à l'homme de décider, il sait que ce qu'il y a d'utile à faire par des calculs savants ou par la casuistique, tout ce qu'on veut, puisque finalement c'est à l'homme que revient de définir ce qui est bon pour tout le monde, ce qui n'est pas bon pour tout le monde, ce qui est utile pour tout le monde, ce qui n'est pas utile pour tout le monde. Donc on exclut Dieu de tout cela. Alors les utilitaires Bentham ou Stuart Mill n'étaient pas incroyants, ils croyaient, ils avaient une croyance. Et surtout, leur argument, il tient la route. D'après eux, ils disent que mais c'est Dieu qui est le premier utilitariste, puisque Dieu ne fait que les choses utiles pour nous. Nous, on ne fait que reprendre des paroles sacrées. Dieu ne nous vaut jamais des choses mauvaises. Donc, voyez-vous, donc c'est aussi un argument qui ne tient pas debout. Beaucoup d'utilitaristes étaient des croyants sincères. D'autres pas, mais en tout cas cet argument, il ne tient pas la route. Et là, j'avais dit que c'était le dernier, mais alors un tout petit dernier reproche pour la route. Il y en a certains qui disent, vous ne cherchez que le plaisir. Et le plaisir, ce n'est pas le bien c'est autre chose. Donc, vous êtes amoral. Alors ça, ceux qui disent ça, ils se trompent complètement. Ils font une confusion entre amoral, qui veut dire l'absence de morale, et immoral, qui veut dire autre chose. On peut être, l'utilitariste n'est pas amoral. Il comporte sa morale, qui est soit sa morale propre, et aussi, comme je l'ai dit, le compromis, il est toujours là, le compromis entre la morale qui existe de l'Église anglicane et la morale, cette morale-là qui est une morale de l'utilitarisme. Ils confondent donc quelque chose qui est amoral, quelque chose qui est immoral. Immoral, pardon. L'utilitarisme peut être immoral, oui, tout à fait. Pourquoi? Être immoral, c'est être d'une morale différente de quelqu'un d'autre. Ainsi, lorsque l'utilitarisme prône un libéralisme pur et dur, on peut dire qu'il est immoral par rapport à quelqu'un qui prône le socialisme. Le socialiste lui dira que l'utilitarisme, dans cette condition-là, c'est quelque chose d'immoral. Et probablement, l'utilitariste aussi dira la même chose. Il dira que c'est pour les communistes, il dira, ou les socialistes, il pourra toujours faire le même reproche. Il leur dira que, puisque vous nous imposez la communauté qui va, mais alors, broyer l'individu, c'est immoral. Donc, cet argument-là ne tient pas la route non plus. Il y a une morale chez les utilitaristes. Je crois que j'ai fait le tour de la question d'une façon strictement personnelle. Je ne peux pas tout voir aussi.
je vous propose prochainement un fascicule qui est déjà assez conséquent puisqu'il comporte déjà une centaine de pages, il est presque fini, qui reprend tout ce que j'ai dit sur l'utilitarisme. Normalement, c'est un petit livre que je vais vendre sur Amazon, mais pour vous qui regardez ma vidéo, je vais vous le proposer en un téléchargement gratuit. Lorsqu'il sera prêt, je vous ferai signe et je vous montrerai où le télécharger, c'est-à-dire le lien de téléchargement. Ce sera un livre au format PDF adapté à la lecture sur smartphone. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute et je suis désolé, parfois mes vidéos sont un peu décousues, mais vous savez, moi je préfère m'en tenir à des vidéos spontanées plutôt qu'à des vidéos préparées d'avance où il manque justement cette spontanéité. D'ici là, je vous dis au revoir. Vous voyez, je me prépare à éteindre. D'ici là, je vous dis au revoir. Continuez à être prudent contre la Covid et prenez toutes les mesures que vous connaissez maintenant parfaitement. Je suis Abdesalam Boujedraoui et vous écoutez les rendez-vous culturels de la ville de Safi. Je vais essayer d'éteindre. Ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Toujours pas. Je me lève.